Alors Jean-Marie Fardeau, sur les personnes détenues, sur les violations des droits de l'homme que vous avez évoquées au début, en précisant que c'était probablement hors norme aujourd'hui, même quand on pense par exemple à ce qu'était la situation de Saddam Hussein à la fin de son régime. Alors qu'est-ce que vous faites? Quel type d'engagement pour essayer de protéger justement ces victimes de ce régime? Et en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, par exemple, quelle action concrète peut-on avoir autour de cette défense des droits de l'homme? Très brièvement, je crois qu'il faut qu'on continue notre travail. Je ne pense pas qu'ils viennent heurter l'action que le CICR peut faire ou que des ONG humanitaires peuvent essayer de faire par rapport à la Syrie. Je pense qu'on a besoin des uns et des autres et que le travail des ONG droits de l'homme, nous, Amnesty, FIDH, Reporters sans frontières et d'autres qui dénoncent jour après jour ce qui se passe en Syrie, on va poursuivre ce travail. Je crains qu'on ait encore beaucoup de travail devant nous sur ce pays. On ne voit aucune lueur de ce point de vue-là, aucune amélioration. Et si vous prenez les 6 points du plan Annan, notamment le point arrêt des violences, sortie des armes lourdes des centres-villes, libération des prisonniers, autorisation pour des observateurs de faire leur travail normalement, ces points ne sont pas aujourd'hui respectés. Et ce n'est pas les 287 observateurs des Nations Unies qui, aujourd'hui, obligent, quelque part, par leur présence, l'arrêt des violences, en particulier le bombardement, comme récemment à Hama et à Rastan et à Idlib, je crois, hier. Donc, cette situation, c'est le cauchemar complet. On va sortir prochainement un rapport listant tous les lieux de torture en Syrie. On a déjà sorti un rapport il y a fin décembre avec la liste des 74 principaux responsables syriens du côté des autorités syriennes, qui sont pour nous les éléments clés, les personnes clés du système répressif syrien depuis le début de cette révolution. On va maintenir cette idée d'une lutte totale contre l'impunité pour ce qui sortira de cette crise syrienne. On ne veut pas une situation à la yéménite où à la fin le président Saleh s'en sort avec une impunité et une immunité. Et on pense qu'il est nécessaire de continuer à dénoncer, de demander aucune impunité. Et en plus, on estime, nous, qu'il est temps que la Syrie soit déférée devant la Cour pénale internationale. Ça nous semble être un élément de pression que malheureusement on ne verra sans doute pas avant plusieurs mois, dans la mesure où la Russie et la Chine bloqueront un tel recours à la CPI. Mais pour autant, ça serait pour nous, en tout cas, c'est un signal selon lequel les gens qui sont, disons, en dessous, dans les niveaux intermédiaires du système de répression, auraient intérêt un jour à lâcher leur chef, parce qu'ils risquent de se retrouver un jour devant la justice, que ce soit une justice nationale ou internationale, et cela peut éventuellement leur faire peur, mais malheureusement rien ne semble faire peur à ce régime. On rappelle que depuis 15 mois, aucun ambassadeur, sauf erreur de ma part, n'a lâché prise, aucun général, un ambassadeur, aucun général. L'ambassadeur en Suède, vous voyez la solidité de ce régime, et on ne parle pas là d'ambassadeurs alaouites ou de la communauté, ils sont des gens qui sont de toutes origines en Syrie, et donc on est loin d'une déstabilisation de ce régime aujourd'hui par ce qui s'y passe en termes de revendications pour la liberté et la dignité. Non, je disais simplement, est-ce que ce sont des ambassadeurs ou des otages, ou certains de leurs membres de leur famille sont des otages? Je pense que c'est peut-être un peu une des explications à cette cohésion apparente du système, quoi, qui est une vieille recette bassiste de l'Irak, de Saddam, etc. Non, mais je voulais simplement rebondir sur ce que vous disiez. Vous avez sans doute raison, mais si on assistait à une mise en place du plan yéménite avec à la fin Bachar al-Assad qui accepte d'aller se reposer en Ukraine ou à Dubaï où il a mis son argent, aujourd'hui tout le monde signerait. Je pense que sans même l'envoyer à la TPI. Parce qu'effectivement, si dès le début, comme ça a été fait, on lui a donné le choix on lui a pas donné le choix, justement. On lui a dit, tu dois quitter, et en plus de quitter, on va te juger à la haie. Eh bien, c'était certainement pas la bonne façon pour inciter des généraux sunnites ou alaouites, surtout, à faire un coup d'État. Là, je pense que l'opposition, la communauté internationale a été très maladroite parce que, eh bien, il fallait sans doute lui laisser une porte de sortie.
On lui a laissé absolument aucune porte de sortie. On lui a dit non seulement on veut plus de toi, mais on va te traduire à la haie. Donc, face à un régime alaouite dont le pilier pour survivre, ça a été toujours on fait le gros dos et on attend que ça se passe, c'était certainement pas la meilleure des choses à faire. Joseph Baut, justement, Georges a fait une transition toute naturelle vers la conclusion un peu de notre débat, c'est-à-dire vers quelle perspective pour la situation syrienne, son encadrement régional, la situation interne. Donc, comment voyez-vous les choses ? Bon, deux mots rapidement sur ce débat-là. Comme je l'ai dit, moi, je pense que tout a été dit. C'est-à-dire qu'il faut continuer à faire du jour le jour. C'est des choses qu'on invente au quotidien et sur le terrain. Mais juste une chose, 2 ou 3 remarques. Je pense qu'on a été un tout petit peu injuste déjà au niveau du temps qu'on lui a consacré à l'égard du plan Annan. Je crois que c'est quelque chose... Je suis tout à fait d'accord que dans une analyse politique froide, Georges... C'est un plan qui est déjà mort-né ou avorté, mais n'empêche qu'il est aujourd'hui une réalité existante. Alors il faut peut-être, sans avoir d'illusion sur sa finalité politique, c'est-à-dire le point 6 qui est la dévolution du pouvoir, etc., l'utiliser comme produit dérivé, c'est-à-dire qu'il a plutôt en utilisé les produits dérivés. Or, la présence sur le terrain aujourd'hui de 350 observateurs, demain 2000 et peut-être dans quelques semaines de 2500, etc., peut avoir au moins une utilité dérivée en termes d'observation de la violence. Alors ça n'arrêtera pas la violence, mais ça peut aider les humanitaires à avoir un peu plus de marge de manœuvre. Donc déjà, ce n'est pas négligeable, c'est-à-dire déjà utiliser cela comme une sorte de... C'est-à-dire là où il y a des observateurs, ce sera difficile de tirer de la même façon sur les gens. On tirera autrement, on arrêtera autrement, mais ce sera plus difficile. La deuxième chose, et ça se fait déjà, c'est qu'une partie du travail des observateurs consiste à documenter de façon assez précise et assez minutieuse et méticuleuse les violations de droits de l'homme. Et je ne pense pas me tromper, on me l'a dit, je ne crois pas que ceux qui me l'ont dit me mentent, que ça contribue à construire en fait le dossier qui ira un jour à la CPI concernant la Syrie. Alors là, on touche à la question que Georges Malbruno soulève et qui est une vraie question de diplomate et qui aujourd'hui agite une partie de l'équipe politique d'Annan. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut donner tout de suite une porte de sortie au président et à sa clique en leur donnant l'illusion que peut-être, au fond, ils n'ont pas encore atteint la ligne rouge définitive et qu'ils peuvent continuer à faire ce qu'ils font, ou bien il faut à court terme leur dire vous êtes cuits pour qu'ils sentent qu'ils n'ont plus de choix, puis ensuite négocier quelque chose. Alors là, ça pose la question des Russes, etc. On ne va pas rentrer ici dans ce débat, c'est un débat qui est extrêmement compliqué, mais la question se pose. Un deuxième élément de votre question, vers quoi on va ? Très schématiquement, moi je dirais qu'aujourd'hui, malheureusement, on est confronté à des scénarios qui vont du pire au plus pire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne solution aujourd'hui pour la Syrie. Alors les 3 scénarios que moi je vois aujourd'hui, très schématiquement, c'est malheureusement, je commence par le plus probable et celui qui est en train de se dessiner, c'est comme un tout petit peu l'a dit Georges Malbruno, mais je le pousserai jusqu'au bout, un régime qui survit, qui n'arrive plus à fonctionner, c'est-à-dire que c'est un État failli. La Syrie aujourd'hui est un failed state selon les normes de la science politique, un régime encerclé, irakisé, coréanisé, appelez-le comme vous voulez, paria, etc., mais qui deviendra de plus en plus féroce. Avec à terme le recours, parce qu'il n'y a pas d'autre choix, de l'opposition à l'armement de plus en plus létal, avec l'aide du Qatar et de l'Arabie saoudite, et donc l'entrée de la Syrie vraiment dans une spirale non plus de guerre civile, mais de désagrégation et de démembrement. Alors la question qui est ensuite de savoir où on arrête la limite de la spirale sanglante. Est-ce qu'on la régionalise ou pas, etc. Cordon sanitaire, est-ce que c'est faisable ? Ça, c'est le premier scénario, malheureusement, qui est le plus probable. Le deuxième, c'est, par miracle, je n'en vois pas aujourd'hui, l'effondrement du régime, coup d'État, effondrement économique, etc. Vu l'état délabré de la Syrie aujourd'hui, après 14 mois de conflit, ça ne pourra pas se passer complètement bien. C'est-à-dire qu'il y aura une période de chaos. Elle est gérable si la communauté internationale s'y met, mais il faudra faire très attention à beaucoup de choses, dont les règlements de compte, etc., etc. Troisième scénario, c'est celui justement de couper les pertes. Alors là, l'aide de la Russie, à mon avis, est cruciale, et c'est là où le plan Annan peut être
un vecteur intéressant. C'est une sorte de solution médiane, c'est-à-dire un coup d'État au sein du régime. On maintient l'appareil tel qu'il est, mais on en enlève les scories les plus scandaleuses. Et là, ce sera un problème, un dilemme éthique. Ça voudra dire que la révolution syrienne, au fond, n'a pas atteint tous ses buts, mais on aura au moins échappé au bain de sang. D'une certaine façon, on aura peut-être payé le prix que veut faire payer le régime syrien depuis le début. C'est soit moi, soit le cataclysme régional et le bain de sang. Donc là, on est vraiment confronté à des choix impossibles, dont tous sont insatisfaisants et qui posent tous des problèmes d'éthique politique. Mais je sais que l'éthique politique n'a pas toujours sa place, même dans une table ronde sous l'égide du CICR. Et le scénario djihadiste, alors, qui a l'air de remplir les gazettes en ce moment. C'est un succès d'année du premier, c'est-à-dire le régime survit, la Syrie devient un État poreux, une sorte de Somalie ou de Libéria, avec tout ce que vous voulez, c'est-à-dire un appel d'air de tous les djihadistes, de tous les terroristes, de toutes les dynamiques, etc. Ça, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On peut, alors là, c'est notre imagination qui peut aller très loin. Ça peut même conduire à la fin de l'État syrien tel qu'on le connaît, c'est-à-dire le démembrement de l'État syrien avec la conflagration de la région tout entière. Depuis l'Irak, on ne peut plus dire ce genre de choses ne se passera pas. Depuis l'Irak, on sait que les États de la région ne sont pas donnés éternellement. Le Liban peut imploser, l'Irak a implosé, la Syrie est en train d'imploser. Le tout est de juridifier cette implosion et de lui donner de passer du facté au de juré. Mais bon, ça devient des problèmes de spécialistes là encore. Jean-Marie Fardeau, 1500 observateurs donc dans le plan Kofi Annan, c'est une bonne nouvelle pour les droits de l'homme? Bien sûr que c'est une bonne nouvelle. On voit leur difficulté à travailler. On a vu des vidéos où ils rampent par terre pour échapper aux tirs, alors qu'à côté d'eux, un courageux manifestant brandit un drapeau de l'armée de la Syrie nouvelle au risque de sa peau. Donc des vidéos sont surréalistes quand même. Et donc c'est une bonne nouvelle. Malheureusement, on a nous une requête envers l'équipe de Kofi Annan en termes de publication des rapports qu'ils vont présenter au Conseil de sécurité, de diffusion d'informations plus publiques qu'ils ne le font aujourd'hui. On pense que ce serait des éléments utiles pour l'information, bien sûr, des opinions publiques, des autorités, des organisations comme les nôtres. Et on craint toujours que... Alors, ils ont toujours des problèmes de déploiement, de sécurité. Bien sûr, c'est très compliqué, leur travail sur place, et il faut qu'ils fassent très attention. D'un autre côté, il y a un devoir de leur part, et c'est un peu le but de une mission comme celle-là, c'est de rendre compte de ce qui se passe sur le terrain. C'est comme les yeux de la communauté internationale sur le terrain, et on espère qu'ils pourront partager davantage les informations qu'ils ont. Avec un caveat, je vous suis tout à fait, mais avec la nécessité de protéger la mission, et donc l'information qui est raréfiée est un des moyens de protéger la mission. Moi, je suis un zélé de la protection de la mission de Kofi Annan, ne serait-ce que parce que le régime a envie de la tuer. Donc, pour ne pas jouer le jeu du régime, il faut que cette mission ait les moyens de durer, et donc son silence est peut-être parfois la condition de sa longévité, malheureusement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Joseph. Je crois qu'il faut vraiment préserver la possibilité pour la mission Annan de travailler dans la confidentialité, dans la discrétion, dans le bilatéral. S'ils commencent à faire des déclarations publiques, à publier les informations qu'ils ont, le dialogue avec le gouvernement syrien va s'arrêter immédiatement. Et je crois que ça n'est dans l'intérêt de personne. Et j'aimerais aussi quand même dire que c'est vrai, 280 observateurs à l'heure actuelle, c'est très peu. Néanmoins, pour mes collègues qui sont sur le terrain, qui se déplacent quotidiennement, ils me disent qu'il y a quand même une grande différence sur le terrain depuis qu'ils sont déployés. Voilà. Alors, il y a évidemment toujours des lieux, des poches, des endroits, des quartiers, des villages où ça se passe mal, voire très mal. Et puis, les médias, évidemment, mettent plutôt en exergue cet aspect-là. Mais il y a aussi beaucoup d'endroits en Syrie qui sont beaucoup plus calmes depuis que les observateurs sont déployés. Avec des arrestations massives qui se font de manière très discrète et qui, là, échappent, de mon point de vue, au regard de ces observateurs. Continueront d'échapper.
Merci. Eh ben, c'était la fin donc de notre 5 à 7 saison 2012. On va reprendre à la rentrée 2012 pour une nouvelle saison. Je vous remercie et à très bientôt.